Bonjour et bienvenue ici à le Place Illable. Donc, merci à ceux qui sont sur YouTube, webtv.planète-science.org. Nous sommes ici donc avec Florent Souvestre qui va nous faire une conférence sur les robots, missions et axes de progrès. Alors, Florent Souvestre, c'est docteur diplômé en sciences mécaniques, acoustiques, électroniques et robotique de Paris, de l'université Pierre et Marie Curie. Et bien entendu, parce que ça serait quand même incomplet de pouvoir qualifier Florent de tous ces titres, il est aussi également depuis longue date investi donc, en tant que bénévole dans l'association Planète Science, à participer sur les Coupes de France de robotique en tant que bénévole, mais aussi en tant que participant avant. Tu as fait les études aussi à l'ISTI. Et puis voilà, donc on est encore heureux de te retrouver ici aujourd'hui pour cette conférence. Tu vas nous parler donc des robots, bien entendu, puisque c'est ton domaine, mais sous un angle un peu différent aujourd'hui. C'est quelles sont les missions applicatives, comment on utilise les robots dans la vie? Oui, bah écoute, merci Jean-Marie pour cette présentation. C'est vrai que ce qui a motivé cette présentation, c'est que habituellement, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, mais lorsque dans les médias vous entendez parler de robotique, c'est souvent très bref, c'est souvent très ciblé. On va parler d'humanoïdes, on va parler d'applications qui sont un petit peu, si j'ose dire, un peu waouh. Moi, ce que j'avais envie au travers de cette présentation, c'est finalement cartographier un certain nombre d'applications de robotique que l'on retrouve dans des domaines que vous ne soupçonnez peut-être pas. Donc on va les parcourir ensemble cet après-midi. Voilà, donc ce que j'avais prévu cet après-midi, donc c'est déjà de placer le vocabulaire, qu'est-ce qu'on entend par robot, et puis ce que je disais à l'instant, à savoir le où se cache-t-il. Donc on va faire un petit tour d'horizon des robots volants, les robots roulants, les robots flottants, et toutes ces machines. Ensuite, en troisième partie, j'avais envie de parler d'un aspect qui sont la partie innovante, parce que ce que je vais vous présenter, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Après, dans la robotique, il y a un certain nombre d'accès, enfin, il y a un certain nombre de thématiques susceptibles de faire l'objet d'évolution, que ce soit la capacité d'un robot à percevoir, la capacité à réfléchir, à analyser, prendre des décisions, mais aussi la capacité à agir. Alors, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça, c'est pour ça que je vous proposerai un zoom sur ce qu'on appelle les nouvelles technologies d'actionnement. Quatrième point de cette présentation, un tour d'horizon des concours de robotique dans le monde. Vous allez voir, il en existe un certain nombre. Ils ont tous leurs objectifs, ils ont tous leurs forces et faiblesses, et ils ont tous leur public également. Et l'idée de cette partie-là, c'est de vous démontrer comment, par le moyen du concours, on peut faire de la robotique en s'amusant. Et puis en toute fin de présentation, nous pourrons tout simplement librement échanger. Peut-être que vous avez des questions et je serai ravi d'en parler avec vous. Alors, robot, quelques définitions. Alors, j'ai pas été chercher plus loin que le Larousse qui nous propose le terme robot, donc du tchèque robota, qui signifie travail forcé. Donc là, mot créé en 1920. Donc la définition qui est proposée, c'est un appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. Voilà, donc c'est une définition assez... finalement, c'est une machine évoluée. Les différents domaines où la robotique a trouvé déjà sa place, c'est dans leur monde industriel, dans des tâches qui sont difficiles, qui demandent beaucoup de répétabilité, beaucoup de précision, comme la robotique de soudage, dans l'industrie automobile, la robotique pour la peinture, pour l'assemblage des éléments d'un véhicule, ou alors pour inspecter des produits de manière rapide, précise, répétable sur les chaînes de production. La robotique domestique, je vous ai ramené ici deux exemples de robots aspirateurs. Le premier est un robot aspirateur et le second est un robot laveur. La différence c'est qu'il crache de l'eau et il passe la serpillière. Je vous en ferai une démonstration. Donc ça, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, mais de plus en plus, il y a ce fameux sujet robotique humanoïde. Qu'est-ce qu'on peut en attendre demain chez nous au quotidien? La robotique médicale, donc vous avez complètement sur votre gauche, donc c'est l'exemple d'un robot qui est téléopéré, donc il permet à un chirurgien qui est à l'autre bout de la planète d'effectuer des opérations assez délicates. Donc là finalement c'est un peu une extension de l'homme, c'est pas la machine qui remplace l'utilisateur, c'est vraiment un instrument à distance qui permet par exemple à un super expert américain par exemple d'apporter toute sa compétence et son expertise là où il y en a besoin. Bon, puis après un certain nombre d'autres exemples, que ce soit pour l'intervention, diagnostic ou même pour faire des prothèses. La robotique pour la sécurité. Alors, il y a également beaucoup de robots sous-marins, donc qui sont là pour faire de l'inspection, pour faire des tâches.
pour aller rechercher des épaves, par exemple. Ce sont des machines qui fonctionnent assez bien. Alors les drones, vous voyez sur la partie du milieu, c'est un drone qui sert à la police. Alors il semble que c'est la police britannique. Ça leur permet d'avoir, par exemple dans les grands rassemblements, d'avoir une vue globale assez éloignée des mouvements de foule et s'assurer que tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont de plus en plus appréciés par les forces de l'ordre. Et puis après, les robots d'intervention. Alors évidemment, le domaine militaire est un des domaines qui est très intéressé pour tout ce qui est robotisation de ces différents moyens. Alors un schéma un petit peu austère, je vais tenter de résumer le mieux possible. Oui, puis c'est tout petit en plus, je suis vraiment désolé, au fond ça va être difficile. Alors retenez juste que vous avez ici 3 grands rectangles qui tentent de résumer de quoi est constitué un robot, une machine. 2 capteurs, donc pour la perception de l'environnement. Des actionneurs qui sont là pour impacter, effectuer une action, et puis vous avez au milieu le contrôleur, donc ce qui a finalement vocation à exécuter des règles établies entre des capteurs et des actionneurs. Et puis en fonction de ça, pour que ça fonctionne, il y a parfois besoin d'une interface. Ici, il est indiqué interface PC, c'est pour qu'il y ait quand même une interaction avec un opérateur à un moment donné qui peut venir influer sur la tâche du robot. Parce qu'on trouve des robots soit autonomes, soit collaboratifs, ou soit dans lequel il faut régulièrement adapter le programme. Et puis ici, cette brique-là, c'est la brique alimentation. Soit c'est un robot fixe et on vient se brancher quelque part, ou soit c'est un robot mobile et dans quel cas est amenée la notion de batterie pour avoir de l'autonomie, pour que la machine puisse se déplacer. Alors, où se cachent-ils ces robots? Tour d'horizon. Alors j'ai une première question, à l'attention de qui voudra y répondre. Est-ce qu'un robot est-il plutôt un robot spécialiste des composants électroniques sur une carte, ou plutôt spécialiste du chocolat, mettre du chocolat dans le papier d'alu? Selon vous, est-ce qu'un robot fait l'un ou l'une, ou les deux? Les deux? Est-ce qu'un robot peut mettre le chocolat dans le papier d'alu? Pas sûr. Alors les deux, effectivement. Alors sur la droite, c'est un peu facile puisqu'on voit, on voit la pince qui vient positionner les puces sur la carte. Et puis alors vous avez sur cette vidéo-là un exemple dans une usine de chocolat. Alors ça va me permettre de parler un tout petit peu technique pour faire la différence entre les différents types de robots. Celui-ci, c'est un robot que l'on appelle Delta, parce qu'il a une structure avec des géométries en forme de delta, et c'est un robot qu'on appelle le pick and place. En anglais, c'est j'attrape et je positionne. Donc la fonction de ce robot, c'est de récupérer tous les chocolats qui arrivent sur un tapis roulant. Grâce à une caméra, les repérer où il faut les ventouser, parce que le bras robotique en fait est une ventouse, il vient attraper ces chocolats sur un tapis roulant et les disposer dans l'emballage. Je ne sais pas si vous voyez bien, un petit peu. Vous voyez, c'est très bruyant. Clac. Donc pour vous donner une idée, ce sont des robots qui ont une cadence de 135 chocolats à la minute. Et toute la difficulté, c'est l'attraper sur un tapis roulant mobile, grâce à des caméras, et aller positionner le chocolat en fonction de ta forme. Vous avez déjà dû observer au boîte de chocolat, parfois il y a un chocolat en forme de cœur, en forme de triangle, en forme de carré. Donc là, la difficulté, c'est d'aller de manière assez rapide et répétable remplir cette boîte de chocolat. Voilà, donc ça ne ressemble pas vraiment à une marmotte, mais ça vous donne un exemple de robot qui s'appelle Delta. Nouvelle question, les robots peuvent-ils être barman ou laveurs de coques de bateau? A priori, il y a encore un suspense insoutenable, a priori les deux. Ah bah oui, effectivement, on peut trouver des exemples de robots. Alors vous avez ici une machine qui vient... c'est la quille d'un bateau ici, si vous ne voyez pas bien à cause du soleil. La quille d'un bateau avec de la mousse, et donc le robot a vocation à venir démousser la quille de ce bateau-là. Alors ces robots-là, on les trouve de plus en plus dans les piscines des particuliers. Ça fait de l'assez bon travail, même si c'est quand même une machine qui finalement a relativement peu d'intelligence et qui est plutôt là pour faire des mouvements assez répétitifs, mais on est quand même bien content quand c'est propre à la fin. Alors robot barman, donc ça c'est un bateau qui est sorti l'année dernière en 2016, donc c'est l'Harmony of the Seas, qui est sorti des chantiers de Saint-Nazaire, il me semble. Alors juste pour la toute petite anecdote, pour ceux qui ont reconnu le barman de la croisière s'amuse, donc le bateau de l'époque c'était 600 passagers. Sur l'Harmony of the Seas, on est plutôt passé à 6000 passagers, donc soit 10 fois plus. Donc à quoi ressemble le barman de ce bateau? Le voici. C'est parti. Donc ce que vous pouvez apercevoir tout en haut, ce sont les nombreuses bouteilles pour constituer les cocktails avec un petit embout que lorsque l'on vient le pousser vers le haut, il délivre la quantité de boisson désirée.
Donc la fonction du robot, bah, c'est d'aller chercher le gobelet, en fonction de ce que vous avez choisi, aller le remplir, et puis vous l'apportez. Et puis ensuite, bah, ce robot-là, soit vous venez vous-même chercher votre verre au bar, ou soit il y a une serveuse qui est là pour vous apporter votre cocktail à table. Alors là, si on se questionne un petit peu sur c'est quoi le but, est-ce que c'est remplacer vraiment un barman, est-ce que c'est avoir de la productivité, ou est-ce que c'est faire un peu de spectacle, il y a cette petite fiche là qui résume, alors c'est tout petit, je suis désolé, ce que dit cette petite fiche sur cette application là, c'est que bon, c'est que ça peut servir donc 2 cocktails à la minute. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu presque 42 000 heures de travail, d'ingénierie, etc. pour mettre au point l'animation. Donc là, ici, il y a une petite voiture, c'est parce qu'ils expliquent là-dedans que c'est le temps qu'il aurait fallu pour construire 275 Lamborghini. Donc finalement, là, je pense qu'on est vraiment dans un exercice de style. C'est-à-dire que ce bateau qui est innovant, ils ont voulu faire une petite animation qui est sympa, qui est rigolote dans un bateau. Maintenant, j'avoue que moi, à titre personnel, au bar, je préfère avoir un vrai barman sympa que ces robots. Je pense que ça va m'amuser 1 ou 2 fois et puis je passerai à autre chose. Mais voilà, donc ça, on trouve beaucoup d'applications robotiques qui ont juste là à faire un petit effet un petit peu sympa, un petit peu original pour se démarquer de la concurrence, par exemple. Voilà, feriez-vous un bon fleuriste? Un autre exemple d'un autre robot. C'est souvent les mêmes robots, je ne sais pas si vous l'avez observé. Bon, là, l'opération, c'est d'aller de manière répétitive, récupérer des bouquets de fleurs, les positionner dans un seau, puis ensuite passer au saut suivant. Bon, c'est pas des applications à très forte valeur ajoutée, mais c'est un exemple d'utilisation de robots où il faut y aller avec douceur et précision. Alors, je fais une toute petite pause pour parler un tout petit peu de vocabulaire sur les robots industriels. Les robots industriels, il existe principalement 2 familles, les robots parallèles. Un robot parallèle, c'est un robot qui a plusieurs actionneurs. Vous voyez, il y a 3 bras ici qui sont relayés au même. Alors c'est la ventouse, là vous vous souvenez, c'est le robot ventouse et chocolat. Il pourrait très bien y avoir qu'un seul bras, de la même façon que moi, si j'attrape un objet, j'ai besoin d'un seul bras. Par contre, si j'ai d'autres bras, je serai probablement plus stable, plus précis, plus rapide. Et c'est ce qui permet d'atteindre des tâches qui nécessitent des grandes cadences. Par contre, c'est un robot qui a peu de degrés de liberté. Quand je parlais de pick and place, vous voyez, il sait se mouvoir en 3 degrés dans l'espace. Et le 4e, ce qui est un petit peu différent des robots série dont je parlerai juste après. Alors, donc, je résume, c'est un robot qui est parallèle, qui a vocation à faire de la précision, de la vitesse et de la cadence. Et quand on parle de robotique aussi, on s'intéresse à ce qu'on appelle le domaine de travail. Alors, ce que vous ne voyez pas ici, que moi je vois à l'écran, c'est que cette zone-là, elle est grise. Ce rectangle-là est gris, c'est le domaine dans lequel l'effecteur peut intervenir. Et ce qu'on peut observer, c'est que ce domaine-là est finalement relativement petit devant l'encombrement général de la machine. C'est pour ça que c'est une machine qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Contrairement aux robots d'e-série, ça c'est des robots que vous voyez dans les pubs de robots peintres, etc. Alors, un robot série, c'est un robot dont tous les actionneurs sont branchés les uns derrière les autres, un petit peu comme la manière de mon bras. Et là, la grande différence, c'est que le domaine de travail, alors là, vous ne le voyez pas, mais sur mon écran, moi, j'ai un très grand cercle ici. Finalement, vous avez le domaine de travail de ce robot, c'est une sphère. Donc, ce sont des robots qui sont beaucoup plus polyvalents, mais qui ne présentent pas les mêmes performances que les robots dits parallèles. Alors, voici un beau champ de fleurs, étrangement aligné, vraiment très bien aligné. C'est louche, soit on a affaire à un perfectionniste, soit un robot est passé par ici. Donc un exemple d'application ici, que je vais vous commenter. Donc vous voyez les robots mobiles qui sont complètement autonomes, qui se déplacent. Il y en a 4 à l'image. Vous avez en haut alors il faut que je l'attende, un tracteur qui arrive. Voilà, donc un tracteur qui arrive avec des pouces dans les pots. Le tracteur va décharger les pots juste à cet endroit-là, qui était un espace de déchargement. Et le reste du travail, ce sont les robots qui l'effectuent. Alors, pourquoi est-ce que dans ce cas d'application, il y a ce besoin-là? C'est parce qu'il s'avère que les pousses, dans leur pot de fleurs, elles vont progressivement prendre beaucoup de place. Et si elles sont mal disposées dès le début, elles vont avoir tendance à s'entrelacer et mal se développer. Donc ce qui est attendu de ces machines-là, c'est quand on le désire, de venir réespacer les robots pour qu'ils soient espacés de manière parfaitement maîtrisée. Donc c'est pour ça, vous voyez ici, là, les pots sont en vrac. Et ces robots-là ont pour travail de venir espacer de manière régulière ces pots de fleurs. Donc là, on est dans l'exemple d'une tâche répétitive en extérieur pour le domaine de l'agriculture. Donc ce petit robot mobile, on retrouve les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure,
à savoir un capteur. Ici, c'est un télémètre laser. Le télémètre laser, il permet au robot de visualiser son environnement pour le savoir où il peut se déplacer, repérer où sont les pots de fleurs, les attraper. Alors les attraper grâce à l'actionneur, la pince ici. Pour évoluer dans son domaine d'intervention, il y a des capteurs de limite de terrain. C'est ce que vous voyez ici en B. Et puis après, le boîtier électronique, tout à l'heure, que j'ai évoqué. Et puis bon, après, bouson d'arrêt d'urgence du robot. C'est toujours bien d'en avoir un à portée de main en cas de dysfonctionnement. Voici un merveilleux pissenlit. Encore un gros suspense. Qu'est-ce qui va arriver à ce pissenlit? Donc là, vous avez sous les yeux le nouveau, comment dire, le patron des robots mangeurs de pissenlit. Donc voici une démonstration en Australie. Ah, j'ai été un peu vite là. Il est passé où mon robot australien? Il est là, voilà. Donc là, c'est un autre exemple de robot qui intervient dans l'agriculture. Donc il évolue dans des champs de laitue. Donc il est complètement autonome, vous le voyez rouler dans des conditions un petit peu difficiles, enfin qui sont celles d'un champ, de la boue, de l'eau. Le robot est équipé d'une caméra qui a pour fonction de détecter les laitues pour aller faire du désherbage, des petites mauvaises herbes qui vont venir s'ajouter entre les laitues. Donc ça, c'est tout le travail pour reconnaître les laitues, pour pas les abîmer. Parce que c'est vrai qu'une laitue, une mauvaise herbe, c'est vert. Donc il y a besoin de ce moyen de perception pour le détecter. Et alors ce que vous voyez ici, là, il y a une toute petite barre en métal en fait qui vient désherber. Voilà, on le revoit ici. Donc vous voyez ce petit crochet qui est piloté pour aller enlever les petites mauvaises herbes un petit peu partout. Donc la difficulté ici, c'est de ne pas abîmer les laitues. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette application-là, c'est qu'on est dans un désherbage qui est mécanisé. Plutôt que le désherbage, on envoie beaucoup de produits pour neutraliser tout ça. Là, c'est ça que je trouve intéressant. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un robot qui vient faire des prélèvements de terre. Donc, il y a une petite pince ici qui descend, qui vient prélever la terre à différents endroits, finalement, qui va cartographier le champ pour obtenir un certain nombre d'informations. Je vais l'avancer un petit peu. Voilà, donc ces informations-là. Donc ça peut être l'humidité, la température du terrain ou sa conductivité. Alors je crois que la conductivité, ça donne une information sur la richesse de la terre en termes d'engrais et autres aspects. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de robot agriculteur qui fait du désherbage mécanisé. Alerte à Malibu, surprenant, qui remplace Alerte à Malibu. Alors je vous propose cet extrait qui est passé à CTI Télé l'année dernière. Mirador et Tango de centre, on a une victime dans l'axe du Mirador à aller secourir. Le drone décolle aussitôt. Heureusement, pour le moment, ce n'est qu'un exercice. Les sauveteurs de Biscarros testent un nouveau moyen pour venir en aide aux nageurs en difficulté. Le but vraiment du helper, c'est de gagner du temps, de faire gagner du temps aux sauveteurs, d'aller sur une victime en 30 secondes à peu près, faire un point de situation, larguer la bouée pour permettre à la victime de rester consciente. Quel que soit le temps, ce drone permet aussi d'évaluer l'état de santé de la victime grâce à sa caméra. Le nageur est ainsi sous surveillance le temps que les sauveteurs arrivent sur place et cela permet aussi de se repérer pour l'intervention. Quand il y a des grosses vagues où on perd de vue la victime, il faut en permanence donc nager tête hors de l'eau et garder la victime à vue. Là, l'avantage, c'est qu'on a un drone donc, qui sera au-dessus et ça nous fait un petit peu comme une balise. Le rôle des sauveteurs sur leur chaise reste essentiel au déclenchement de l'opération. Il y a une première phase qui est faite visuellement parce qu'on est sur le poste. On peut voir le drone jusqu'à plus d'1 kilomètre, donc en fonction de la visibilité. Et ensuite, évidemment, on a un retour vidéo sur plus d'1 kilomètre, ce qui nous permet de faire le repérage final et le dépôt précis grâce à la vidéo. Ce test va durer 1 mois sur la plage centrale de Biscarros. S'il est concluant, de nombreuses plages des Landes pourraient ainsi s'équiper l'année prochaine après avoir formé les sauveteurs au pilotage du drone. Alors, là où je trouve que c'est un exemple intéressant, c'est que vous avez dû apercevoir de plus en plus que les drones sont accessibles, que ce soit dans les supermarchés et autres. Le but, c'est souvent de faire de la vision, faire des photos, des vidéos. Les limites des drones volants, c'est souvent leur autonomie. C'est souvent quelques dizaines de minutes et encore, je pense qu'entre 10 et 20 minutes, on est au bout de l'autonomie. Là, c'est un bel exemple d'application où il y a une action concrète qui est faite, à savoir aller délivrer un élément de sauvetage et sur un élément qui est court. Donc c'est vraiment un exemple parfait où l'autonomie d'un drone devient compatible avec l'action qu'on lui demande, à savoir porter secours assez rapidement, le temps que les secours puissent arriver par la suite. Un petit zoom sur les robots martiens.
Donc vous avez à l'image les différents robots. Alors ce ne sont pas ceux qui ont été envoyés sur Mars, mais ce sont en tout cas leur copie, et puis probablement ceux qui ont servi à la mise au point. Donc ça permet de se rendre compte un peu, je pense que vous les avez tous vus, ces robots à la télé, à leurs différents lancements. Ce qui est intéressant, c'est de voir la taille. Ça, c'est le petit dernier, Curiosity, qui est vraiment très grand. On disait qu'il faisait la taille d'une Twingo. Moi, j'avais du mal à me rendre compte, mais c'est vrai qu'une fois qu'on voit, on voit un bonhomme à côté, ça aide à prendre toute la mesure de la taille du robot. Alors ces différents robots, alors l'un des premiers, le Sojourner, c'est souvent des robots qui ont vocation à faire quelques analyses. Donc on retrouve toujours un boîtier électronique, des caméras pour ce qui est moyen de perception, des antennes pour ce qui est de la communication avec l'extérieur, le panneau solaire pour l'apport en énergie, et puis après ici des instruments type spectromètre, et puis tout un tas d'autres expériences scientifiques. Voilà. Bon, la petite anecdote, c'est que c'est un robot qui a atterri dans un ballon gonflable, dans un gros airbag. Donc c'était le moyen de le faire atterrir sur Mars. Donc c'est pour ça que vous voyez ici des draps, c'est en fait l'enveloppe de protection qui était gonflée avant l'atterrissage. Spirit et Opportunity sont deux robots qui ont été, alors ce sont exactement les mêmes. Il me semble qu'un est en panne, mais l'autre est encore en fonctionnement, et bien plus longtemps que les périodes qui avaient été prévues au début. Donc c'est des machines qui fonctionnent encore. Donc là, même principe, vous trouverez des actionneurs, des moyens de communication, des moyens de détection, des caméras, des moyens de locomotion. Et ça permet d'avoir ce genre de choses. Donc vous avez en haut une vue construite à partir de plusieurs angles de vue, et puis en bas, une superposition de photos qui montre une tempête sur Mars. Et puis l'un qui a beaucoup fait parler de lui, le Curiosity, qui à ma connaissance fonctionne encore, avec encore plus de moyens d'analyse. Donc avec typiquement cet instrument ici, la ChemCam, qui est assez impressionnant parce qu'il peut analyser la roche à distance. C'est-à-dire qu'il envoie un rayon laser en pulvérisant la roche, et en fonction de la lumière qui est générée par la pulvérisation de la roche, cette caméra réussit même à analyser la composition de ces roches-là. Donc ça permet d'étudier un certain nombre de choses. Voilà, donc le chapitre que je vous propose ici. Alors je disais tout à l'heure en préambule qu'en robotique, il y a beaucoup de façons d'améliorer les robots. Il y a la perception, la décision, et puis il y a la partie actionnement. Donc je vous propose un petit tour d'horizon des actionneurs. Alors la plupart du temps, et je pense que c'est valable pour l'intégralité des robots que vous avez ici, ceux qui sont sur la table ou même sur cette table-là, les actionneurs, c'est quasiment systématiquement des moteurs électriques. Donc un moteur électrique, en réalité, c'est souvent des motoréducteurs, c'est-à-dire un moteur, un réducteur qui est là pour apporter un peu plus de force au moteur, apporter du couple. Et puis un codeur. Alors le codeur, c'est très important justement pour maîtriser le parcours angulaire que doivent effectuer ces moteurs-là. Bon, là, vous avez un exemple de motoréducteur, de moteur. D'autres exemples ici chez Lego, vous trouverez ce motoréducteur-là. Ici, une machine qui est un peu plus industrielle, celle-ci qui est un peu plus industrielle. Et puis ça, c'est des servomoteurs qu'on trouve couramment dans le monde du modélisme. Et donc si on l'ouvre ce servomoteur dans le monde du modélisme, on va retrouver toujours notre moteur, un petit peu d'électronique pour distribuer l'énergie, le potentiomètre qui est le codeur angulaire, et puis tout un jeu d'engrenage ici pour faire que le moteur à l'extrémité ne tourne pas trop vite et puisse quand même effectuer une action avec du couple. Ensuite, il existe un certain nombre de moteurs de plus en plus évolués. Ceux-là, par exemple, sont intéressants parce qu'en les mettant en série, on peut les faire communiquer entre eux et ils sont encore plus perfectionnés. Ils mesurent leur température, ils mesurent le couple, ils mesurent un certain nombre de choses. Donc ça, je voulais les souligner parce que ce sont des choses qui sont à disposition pour le tout public. C'est-à-dire, si vous faites de la robotique en loisir, vous trouverez énormément de choses comme ça, de mieux en mieux faites et de plus en plus performantes. Alors ici, une figure un petit peu barbare. Mais pour souligner, parce qu'un actionneur, un moteur, il va peser son poids. Et ce qu'on attend de lui, c'est de pouvoir porter un poids. Et ce que je veux souligner ici, c'est que ce qu'on regarde souvent dans les mondes des actionneurs, c'est le rapport entre la puissance le poids qu'il peut porter et le poids qu'il pèse lui-même. Et ce que ça montre ici, c'est que le moteur électrique, bon, c'est très répandu pour un certain nombre de choses, mais vous avez tout un tas de choses un petit peu exotiques ici que je vais vous détailler. Le SMA, c'est les Shape Memory Alloys, c'est les alliages à mémoire de forme, donc je vais vous en montrer juste après. Les actionneurs piézoélectriques, les actionneurs pneumatiques et les actionneurs hydrauliques, ça c'est des choses qui sont très répandues dans l'industrie, mais qui sont appréciées parce qu'ils permettent d'apporter beaucoup d'énergie tout en pesant pas trop lourd, enfin en tout cas moins lourd que si on devait mettre des moteurs électriques. Alors l'alliage à mémoire de forme, c'est un métal qui a été traité de manière à mémoriser une forme. Et cette forme, le métal la retrouve lorsqu'on chauffe le métal. Et comme une vidéo vaut mieux que de longs discours. Hop.
Donc ce que vous avez ici, c'est un... Alors vous ne le voyez pas là, mais un ressort avec une pierre au bout. Et ce qui est démontré, c'est qu'en faisant passer du courant électrique dans le ressort, bah, il va chauffer comme un filament d'ampoule. Et en chauffant, il va récupérer la forme qu'il a mémorisée. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est un exemple d'actionnement. Donc j'ai bien déplacé un objet d'un point A à un point B, sans que ça soit un moteur électrique. Et ce qui est très intéressant avec ces actionneurs-là, c'est qu'ils sont capables de porter jusqu'à quasiment 100 fois leur poids. Donc ça, c'est des technologies qui sont peu répandues, qui sont à l'état de recherche, parce que naturellement, elles ont des inconvénients, elles consomment beaucoup d'énergie, elles ne sont pas forcément très rapides, mais elles ont vraiment ce rapport entre leur poids et leur capacité à porter qui est phénoménal. Alors à partir de ce petit ressort-là, on peut aussi imaginer tout un tas d'autres applications, comme ce petit verre. Donc en fait, ce petit verre, il y a à l'intérieur un fil donc justement d'alliage à mémoire de forme qui a été cousu de manière à ce que lorsqu'il vient se déformer, il vient impulser un mouvement. Donc ça, c'est des choses aussi à l'état de recherche. Mechanical engineer Sang-Bae Kim and his colleagues looked to nature, and specifically the earthworm, for design inspiration. Ça permet de faire des choses qui sont actionnées avec extrêmement peu de matière, donc c'est très léger et ça bouge. On aurait beaucoup de mal à faire ça avec un moteur électrique. Voilà, j'avance un petit peu. The wire segments, causing the wire to contract and through tight spaces. The meshworm design may also be useful for next generation endoscopes. Ces fils d'alliage à mémoire de forme, si ça vous amuse, vous pouvez aussi facilement en acheter sur internet, lui faire imprimer une forme, le tremper dans l'eau chaude et vous allez voir, il va reprendre une forme qui correspond à sa forme d'origine. Donc ça, c'est des choses vous pouvez acheter et vous amuser avec. Les actionneurs polymères, alors c'est un petit peu le même esprit, c'est des matériaux qui ont des capacités à se déformer, cette fois-ci en présence d'un champ électrique. Voilà, donc un exemple de main qui va s'actionner sans qu'il y ait le moindre moteur électrique. Donc là, c'est ce que je vous disais. Ce qui est intéressant, c'est que ça prend très peu de place, c'est très léger. Par contre, c'est vrai que c'est pas très rapide. Et les efforts sont quand même assez faibles. Voilà un autre exemple ici avec un petit brin d'actionneur polymère dans lequel on vient injecter un courant électrique et en fonction de l'orientation du courant électrique, eh bien, la pièce va se déformer. Voilà pour ces petites choses un petit peu exotiques. Ça, je vais passer. Alors, je voulais finir cette présentation en vous commentant quelques concours de robotique que l'on trouve un peu partout dans le monde. Ce qui est intéressant à mes yeux, c'est qu'ils sont tous complémentaires. Je vais commencer par vous parler de la RoboCup. La RoboCup est née avec la volonté assez amusante de se dire que, au milieu du XXIe siècle, se rencontrera peut-être l'équipe qui gagnera la Coupe du Monde de football, donc d'humains, face à son équivalent robot. Donc ça, c'est l'objectif qui est donné par cette organisation. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Vous voyez, ça se décompose en différentes étapes. C'est-à-dire, ce concours s'organise en différentes catégories, ce qui permet d'investiguer les problématiques associées. Donc là, on n'est pas avec des hommes qui jouent, ni des humanoïdes, mais des petits robots. Donc ces petits robots, finalement, ils ont la particularité de pouvoir se déplacer dans toutes les directions. Vous avez dû remarquer les petits points de couleur sur le dessus, c'est parce que sur le dessus du terrain de football, il y a une caméra qui permet d'avoir une vue de dessus et donc d'envoyer des informations à un ordinateur. Et l'ordinateur ensuite calcule en fonction de la stratégie, en fonction de la position de l'adversaire, va envoyer les consignes de positionnement de ces petits robots. Donc là, vous avez deux équipes qui se rencontrent. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite passe-là qui était très impressionnante. On voit bien le côté travail collaboratif. Vous voyez le petit robot qui est en train de s'isoler là-bas, il va recevoir le ballon. Et hop, but direct. Donc ça s'appelle la small size. Et là, ce que les chercheurs investiguent sur ce format-là, c'est pas tant la mécanique, c'est plutôt le travail de j'analyse une configuration d'équipe et puis j'envoie les ordres qui vont bien pour marquer des points. Puisque sur les machines, finalement, il n'y a quasiment pas d'intelligence embarquée. Tout se fait à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même des situations qui sont quand même confortables de pouvoir mettre une caméra sur le plafond. C'est pour ça qu'il existe une seconde catégorie qui s'appelle la middle size. Cette fois-ci, ce sont des robots qui sont complètement autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra au plafond pour détecter leur position. Ils sont plus gros, plus lourds. Le ballon est plus gros. Et en fait, ce que vous avez tout en haut ici, ce sont les moyens, les capteurs pour que les robots puissent détecter leur position et détecter les adversaires et puis également les partenaires.
peu toujours la même chose. Et enfin, l'épreuve reine, c'est les robots humanoïdes. Donc vous voyez que la dynamique n'est pas du tout la même. Heureusement que la vidéo est passée en accéléré. L'individu qui est derrière est là par sécurité pour éviter que le robot chute. Et là finalement, le point qui fait l'objet de toute l'attention des chercheurs, c'est la capacité à se mouvoir. Donc je parlais des actionneurs tout à l'heure. Donc c'est comment faire tenir en équilibre à cet objet qui a des tout petits bras, qui n'a pas de tête et des grosses jambes. Donc vous voyez que pour faire rencontrer l'équipe de football qui gagnera la future Coupe du Monde, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Mais ce qui est intéressant dans ce concours, c'est la décomposition sur les 3 thèmes des différentes thématiques. Travail collaboratif, travail d'autonomie et puis l'humanoïde. Ce sont des choses qui sont... c'est une bonne idée de les avoir pris de manière séparée. Et puis on peut imaginer qu'à la fin, tout ce savoir-faire va se mélanger pour faire une machine qui est complètement efficace. Voilà, tranquillement. Mais sûrement. Alors ça c'est une parenthèse, mais il existe en réalité encore une autre catégorie à la RoboCup. Qui s'intéresse à l'intervention de robots mobiles en condition de catastrophe. Donc en fait la personne que vous voyez là n'est pas en train de jouer à un jeu vidéo. Ce qu'elle voit sur son écran, en fait elle est enfermée dans une boîte et elle doit piloter à distance le robot. Et alors c'est fait exprès qu'il soit isolé parce qu'il doit naviguer, il doit collecter des informations, par exemple détecter si des personnes sont en détresse, s'il y a des fuites de gaz, s'il y a un départ de feu dans un environnement qui a été reconstitué. Et finalement les équipes, plus elles sont capables de faire un rapport sur ce qu'elles détectent, plus elles vont marquer de points. Et ça c'est vrai que ça paraît évident, mais pour un opérateur enfermé dans une boîte, savoir si son robot est penché ou sur le point de se renverser, rien que cet aspect-là n'est pas tout à fait évident. Allez, voilà, typiquement, toute la difficulté que représente un terrain de catastrophe, c'est en cas d'enlisement. Alors, j'avance encore. Ici, changement de catégorie avec les robots sous-marins. Il existe également un concours dont le but de l'opération, alors ça c'est un concours ouvert aux étudiants. Le but de l'opération, c'est de pouvoir faire naviguer de manière autonome une machine et de passer dans des objets qui rapportent des points. Donc vous en avez un ici, un second là, et puis vous avez le robot ici qui arrive, qui descend tranquillement, et puis qui doit finalement être capable de manière autonome de gérer ses trajectoires. Celui-là, il est vraiment pas pressé. Hop, je vais avancer un petit peu. Voilà. Alors, l'exemple suivant. Alors l'exemple d'un éditeur de logiciels scientifiques qui propose un petit défi avec des toutes petites machines sur le thème des robots martiens. Donc là on va retrouver cette thématique de naviguer dans un environnement dont il faut collecter des informations, savoir naviguer, savoir se localiser. Bon, ça c'est un exemple d'un éditeur de logiciels qui organise un événement pour dans la foulée faire de la promotion pour ses produits. Bienvenue à la compétition de programmation. Sur l'algorithme. L'accent est mis plus sur l'intelligence du robot. Et donc là, le focus, c'est vraiment travailler sur l'intelligence, détection, actionnement, etc. On n'est pas sur des machines qui font des choses. Un autre exemple de concours de robotique, de rencontre de robotique, la Coupe de France de robotique, donc qui est organisée par Planète Science. Alors ce qui est intéressant ici, je vais vous montrer la vidéo. Hop. Donc c'est un événement qui est étudiant, qui est ouvert à tous. Là où techniquement il est très riche, c'est qu'on va y adresser à la fois la question de détecter des choses, faire des actionnements, manipuler des objets. Je vais juste baisser le son.
Voilà, donc on est sur des machines qui sont 100% autonomes. Donc un concours ouvert à tous, que ce soit étudiants, que ce soit des clubs de jeunes. Et surtout, ce qui est très particulier pour avoir vu un certain nombre de ces concours un peu partout dans le monde, il y a vraiment que la Coupe de France où il y a une ambiance étudiante comme ça, où on mêle à la fois la fête et la fête est un événement scientifique et technique qui est à la fois riche et sympathique. Voilà. Alors je crois que si je ne me trompe pas, on a aujourd'hui une table de la Coupe de France de robotique avec des étudiants du CRAC, de l'UT de Cachan, c'est ça, qui pourront faire une démonstration à l'issue de la présentation, je ne me trompe pas. Parfait. Donc ça c'est pour on va dire les grands. Il existe la même chose pour les plus jeunes, où cette fois-ci ce sont des robots philo-guidés, ce sont les trophées de la robotique. C'est la même philosophie, c'est deux machines qui se rencontrent sur une table. Avec, alors philo-guidé, vous voyez ici, on a un petit jeune qui est là pour piloter avec une télécommande faite maison sa machine, alors que son compagnon l'aide à guider le câble pour pas qu'il soit gêné. Voilà. Donc ça également, c'est un événement organisé par Planète Science qui a aussi une composante internationale. Alors, en guise de synthèse, alors c'est une synthèse, hein, c'est-à-dire que finalement un robot pour quoi faire, la plupart du temps on est content de trouver des robots pour résoudre des problèmes, pour diminuer la pénibilité de certaines tâches, apporter un service. Et après sur le comment, j'ai essayé dans cette présentation de vous montrer un aperçu de différentes machines. Alors il y a celles qui roulent, il y a celles qui nagent, il y a celles qui volent. En tout cas, il y a souvent une notion de mouvement, et une notion de mouvement qui est apportée par la nécessité d'avoir des actionneurs. Donc, les actionneurs aujourd'hui, c'est des moteurs électriques, ça fait énormément de choses. On peut en faire des petits, des grands, des moyens. Ce sont des actionneurs assez efficaces, mais il faut avoir à l'esprit que c'est aussi un axe d'investigation dans la recherche d'avoir des actionneurs encore plus petits, plus efficaces, comme par exemple ceux que je vous ai présentés. Et puis l'idée aussi de finir sur les concours de robotique, c'était juste pour vous donner un exemple de comment on peut apprendre en s'amusant. C'est justement en s'appuyant sur ces concours de robotique à tout âge. La RoboCup par exemple, il y a beaucoup de laboratoires ou des universitaires ou des étudiants. Les rencontres Planète Science, c'est plutôt pour la découverte de la robotique plutôt que pour vraiment les faire avancer les problématiques de recherche, hein. C'est pas vraiment le but immédiat, mais en tout cas ça n'empêche pas. Je crois qu'on a tous les gens des choses extrêmement innovantes qui sont apportées par les jeunes. Formation en robotique, mécatronique. Voilà, donc moi c'est vrai que pour y être passé, je vous encourage à vous rapprocher des associations qui organisent ce type de concours, parce que c'est vraiment très ludique et puis c'est très très riche en enseignement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions ou peut-être à commenter certains aspects que vous avez vus qui peut-être vous ont interpellé, ou peut-être que les explications n'étaient pas suffisamment claires. Je suis à votre disposition. Attendez seulement peut-être d'avoir le micro avant de poser votre question pour que les gens à distance puissent en profiter. Voilà, merci. Voilà, donc s'il y a quelques petites questions à poser à Florent avant peut-être une démonstration donc, du robot de l'UT de Cachan sur la table de robotique de l'année dernière. Est-ce qu'il y a peut-être des questions à poser sur la conférence de Florent? Non. Une petite question. Alors, attendez, je vous donne le micro. Juste par rapport aux les robots sur le terrain de jeu de foot, on sait qu'il n'y a pas d'intelligence, c'est juste une question de programmation. Comment ça se fait s'il y a deux robots face à face, on va dire deux équipes, si les deux sont programmés de la même manière, qui va gagner finalement? Alors c'est vrai qu'on a eu des cas de figure sur la Coupe de robotique où il y a obligation pour les robots de s'éviter. Et donc au tout début, quand on a imposé la règle de l'évitement des robots obligatoires, on avait des machines qui sortaient de leur espace de départ, qui se présentaient l'une à l'autre. Et chacune d'entre elles était programmée pour que je m'arrête tant qu'il y a un obstacle. Mais effectivement, l'autre robot était aussi en mode je m'arrête tant qu'il y a un obstacle. Donc nous avions un spectacle de deux machines complètement à l'arrêt et pas une seule pour prendre l'initiative de je vais essayer à droite ou je vais essayer à gauche. Donc c'est vrai que ça c'est ce qu'on a observé dès les premières années de cette règle qui avait vocation à éviter que les robots se rentrent dedans. Et je crois que c'est maintenant quelque chose qu'on voit beaucoup moins parce que les équipes ont intégré le côté je vais essayer une fois à droite ou je vais essayer une fois à gauche. Et du coup en mettant un petit peu d'aléatoire parfois dans les algorithmes de décision, ça permet de moins souvent tomber sur la probabilité que les deux machines aient prévu de faire exactement la même chose. Donc là, dans le cas du football, c'est vrai que je pense que du fait qu'il y ait cette caméra au plafond,
il y a vraiment la vue d'ensemble où finalement l'algorithme voit que tiens, si mon robot est coincé en face, je vais voir s'il n'y a pas un collègue sur la droite. Et puis s'il est bouché, parce que je capte aussi l'adversaire, je vais essayer sur ma gauche. Et puis et ça met la notion de perception de l'environnement. Donc c'est vrai que dans le cas de mes deux robots qui se regardent et puis qui attendent, c'est souvent qu'ils ont eu parfois des moyens de perception pas suffisamment performants pour se dire tiens, c'est dispo à droite, je vais à la droite plus qu'à gauche. Et après, si on pousse un petit peu jusqu'au bout, la question avec les paris qu'on pourrait lancer sur les matchs de robotique de football, la probabilité derrière de faire toujours la même action, elle est maintenant de plus en plus compliquée. A priori, ils embarquent des programmes qui permettent de pouvoir diversifier à chaque fois les actions. C'est vrai qu'on a eu, tout au début, tu le disais, alors, sans être bloqué directement par le blocage des robots qui se rencontrent, il y avait parfois certains qui faisaient des actions de jeu qui étaient tellement bien programmées qu'ils arrivaient à faire un ex-aequo et on rejouait les matchs à chaque fois et que finalement on n'arrivait pas à départager les robots parce qu'ils étaient parfaitement synchronisés sur les questions. Donc la probabilité derrière, les mathématiques rentrent en jeu aussi. Oui, mais c'est vrai qu'on est vraiment passé par cette étape de on a beau rejouer un match, il se repassera la même chose, donc on n'est pas plus avancé. Mais ça, les équipes l'ont intégré. Et les années qui suivent, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est jamais deux fois la même chose. Il y a une évolution constante des choses, mais c'est l'apprentissage par l'erreur. Et ça, je pense, c'est l'une des valeurs fortes en tout cas, ce pourquoi on encourage sur ces concours-là, c'est que c'est faire. On fait, on observe, on déduit, on corrige. Et puis ce cycle itératif-là, il peut durer un certain temps. Et c'est souvent comme ça qu'il faut procéder. Voilà, moi, j'aime bien dire que c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Là, on est pleinement dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, allez-y. Je voulais vous demander, est-ce que les voitures autonomes pourront être considérées comme robots ou pas, puisque ça n'a pas été abordé? Est-ce que c'est le cas? Si on s'appuie sur la définition qui dit qu'un robot est une machine qui effectue une action à partir d'un programme qui est fixe ou adaptable, ce qu'on peut dire par adaptable, c'est bien qu'il s'adapte à son environnement. Moi, j'ai envie de vous répondre, si j'applique ce principe-là, c'est clair que l'exemple de la voiture autonome est pour moi l'un des exemples parfaits d'efforts en robotique qui sont déclinés pour l'automobile. Donc de plus en plus, effectivement, un véhicule qui prend sa décision, ou en tout cas qui a la capacité d'analyser l'environnement, et puis alors là, on est à un stade sur les voitures autonomes où on attend quand même que l'utilisateur soit constamment, en permanence, en pleine possession de ses moyens pour contrôler son véhicule. Et aujourd'hui, on en est à ce stade-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un incident avec un véhicule autonome, c'est toujours le conducteur qui sera mis en cause parce qu'il doit avoir les mains sur son volant, il doit rester alerte. Maintenant, ça c'est vrai que ça va être transitoire. Dans les avions, par exemple, il y a énormément de choses qui sont complètement automatisées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un avion sait évaluer quand il est en pleine possession de ses moyens, justement. Et le réflexe d'un automate d'un avion, c'est quand il ne sait plus faire, quand un capteur est défaillant ou quand il y a une incohérence, le réflexe de l'avion, c'est « je ne sais plus faire, toi pilote, je te rends la main, débrouille-toi ». Donc il y a pas mal d'exemples comme ça où il y a ce « hop, je rends la main ». Mais je pense que la voiture autonome est l'un des exemples parfaits de tout ce que vous voyez là, tous ces algorithmes-là, perception, collaboration, évitement de l'obstacle, comprendre l'environnement. D'ailleurs, c'est souvent des plateformes de développement en réalité, c'est un prétexte le football. Et ces algorithmes-là, je sais que ces universités-là, sont extrêmement pleinement actives pour décliner ça dans le monde industriel de la voiture autonome, le camion autonome. Alors, moi, je me souviens que tu avais travaillé pas mal sur le concept de robocité, ce qui était en gros réfléchir un petit peu à l'avenir de demain, comment les robots allaient pouvoir être présents dans l'environnement urbain. Aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant, 5-6 ans que tu as travaillé sur ce projet-là, peut-être 10, je ne sais plus. Est-ce que ta réflexion sur le sujet a évolué? Tu imagines la robotique demain, elle sera omniprésente dans les villes? Et comment? Alors moi, quand j'ai préparé cette présentation, ce que j'avais envie de voir, c'est ces applications où la robotique est en train de se décliner de manière un petit peu discrète. Donc l'automobile, pour moi, c'était l'un de mes deux exemples au top. Et le deuxième exemple, c'est tout ce qui est l'agriculture. Il y a énormément d'applications où ces machines-là, celles que vous voyez qui désherbent, qui a des actions dans les champs, ça, c'est des applications qui trouvent leur chemin. De la même façon que les robots aspirateurs sont des machines qui trouvent leur place. Donc finalement, voilà, autour de nous, si on peut faire une meilleure agriculture, si on peut avoir un peu d'assistance
Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça n'arrive pas forcément par où on l'attend. C'est pour ça que sur l'exemple typique, c'est effectivement la voiture autonome, semi-autonome. Elle va être semi-autonome. Maintenant, elle est capable de détecter une situation de freinage, même si on attend quand même de vous soyez capable de freiner. Enfin, Non, donc je peux continuer de toujours regarder un petit peu sur les réseaux sociaux là, toutes les mises en scène de science-fiction là, sur les tramways qui survolent la ville. Ça, on va y venir là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Vous voulez voir la démonstration de robot? Bien, en tout cas, merci. On peut applaudir Florent Souvestre qui est intervenu avec le plus grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci.